Donc nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir M. Perraudin pour cette prestation de serment. Juste, j'ai un tout petit mot très rapide à vous faire une petite présentation de M. Perraudin et de son travail, et peut-être le remettre dans le contexte de production en Corse. Alors, en préambule d'une conférence à la Cité de l'Architecture, Gilles Perraudin citait une phrase de Roland Barthes qui disait « Tout à coup, je me suis senti indifférent d'être moderne ». Alors je ne sais pas si c'était soudain, sans doute pas, mais depuis les années 80, le travail de Perraudin a quelque chose d'intemporel. Il travaille avec des matériaux que l'on peut qualifier de primaires. Primaires au sens de qui arrive en premier, c'est-à-dire la pierre, le bois et la terre. Il n'y a pas de béton fibré, de métal, de verre, d'exploits architecturaux. Il n'y a pas de coup d'archi ou d'architecture waouh, comme on dit. Architecture waouh, j'en ai fait. J'en ferai peut-être encore d'autres parce que des fois on en a besoin pour gagner les concours. En tout cas, ça sert. Mais Gilles Perraudin, a priori, n'en fait pas. Donc des matériaux simples, mais pas simplistes. Car en travaillant ces matières, il s'est réapproprié le savoir-faire technique qui accompagne ces matériaux. C'est le calpinage patient de la pierre, la conception savante de charpente et tout le travail de mise en œuvre de la terre crue, sa granulométrie, son dosage, sa mise en œuvre. C'est aussi une réacquisition de tout un vocabulaire architectural qui en découle. Et on redécouvre le travail de Louis Kahn, de Pouillon et toute l'architecture vernaculaire. Ces deux mots de réappropriation, de réacquisition, ce sont des notions qui résonnent particulièrement chez nous. Dans les années 60, 70 et suivantes, le riacquisto a été un renouveau culturel et politique dans le domaine de la musique, des arts graphiques, de la langue, de l'artisanat, politique aussi, bien évidemment. Mais étonnamment, l'architecture s'en est plutôt tenue à l'écart, peut-être parce que le temps de production de l'architecture est un temps qui est plus long. Il y a eu beaucoup de travaux, d'études, de publications sur le bâti ancien, mais peu de réalisations de ce type, en tout cas qui découlaient de ce processus d'études et de vie intellectuelle. Jusqu'à ce que petit à petit, une nouvelle génération d'architectes en Corse montre qu'ils ont assimilé ce savoir et savent le mettre en œuvre dans leurs réalisations et dans leurs projets. Et là aussi, dans ces réalisations-là, on retrouve un respect des ressources, une économie et une pertinence des moyens. Aujourd'hui, nous accueillons 7 nouveaux confrères. Je ne sais pas où ils sont d'ailleurs, mais ils doivent être là. On va les voir. Ils ont peur. Je sais pas. Ils doivent être plus jeunes, mais j'arrive pas à voir qui est plus jeune que qui. En tout cas, c'est pas moi, ni M. Perraudin. Non, qui sommes de jeunes architectes. Ah oui, c'est ça. Non, je ne voulais pas dire autre chose. Pardon. Donc nous accueillons 7 nouveaux architectes qui contribueront certainement à ce riacquisto architectural. Donc merci à Gilles Perraudin, qui fait partie de ceux qui en ont patiemment défriché le terrain. Merci. Merci pour cette élogieuse présentation. Tout d'abord, bonjour, bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être ici. Je voudrais remercier bien sûr l'Ordre des architectes et sa présidente Sylvia pour cette invitation qui me fait immensément plaisir. Vous imaginez que comme j'ai déjà réalisé en Corse et que ce qui est rapporté là à l'instant fait partie effectivement de mon approche de l'architecture. Alors je vais essayer de vous présenter plutôt des projets récents et par lesquels effectivement je voudrais vous montrer
comment la matière, et la matière première, puisque c'est ce qui a été dit, cette matière première, elle est aussi première sur le plan architectural. C'est-à-dire il ne s'agit pas de faire de la pierre, de la terre ou du bois ou de la paille, comme vous le verrez. C'est plutôt de comprendre qu'est-ce que cette matière nous apporte dans la démarche et pourquoi, effectivement, je cherche à retrouver ce sens-là. Pour moi, c'est retrouver le sens de l'architecture, c'est-à-dire que l'architecture, c'est quelque chose qui est fait pour le bonheur des hommes, ou des humains, si on voudra, de manière plus générale. C'est fait pour le bonheur, donc il faut que les habitants, ceux qui vont utiliser l'architecture, ne se sentent pas en décalage dans les projets. Il ne faut pas qu'ils soient là dans quelque chose qui n'appartient pas à leur culture, à leur dimension intime, j'allais dire, d'existence au monde. Donc il faut que ce travail vis-à-vis de la matière, ce travail de reconquête de la matière, c'est quelque chose qui est fondamental si nous voulons, en tant qu'architectes, retrouver une place dans la société. Parce qu'il y a une chose qui est claire, hein, je vous le lirai peut-être à la fin de mon exposé, il y a eu la condamnation récemment d'un architecte à 3 ans de prison. Hein, vous avez tous entendu cette nouvelle terrible, parce que si on doit passer par là, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est cassé, il y a quelque chose de cassé dans notre relation d'architecte à la société. Et je pense, et je suis convaincu, que la matière, c'est la manière de se réintroduire ou de se repositionner par rapport à justement à ce rôle social fondamental de l'architecte. Alors, j'ai écrit un livre là, qui est paru récemment, et je voulais juste vous lire un petit passage, je vous en lirai peut-être quelques-uns, mais l'un d'entre eux, le passage vous donnera peut-être des clés pour comprendre un petit peu après tout ce que je vais vous montrer. C'est d'ailleurs dans le chapitre, c'est un petit livre qui consiste à examiner chacun des projets que j'ai faits et de le parcourir pour comprendre qu'est-ce qui derrière est en œuvre. Hein, sur le plan conceptuel, sur le plan social, sur le plan politique. Alors c'est dans le chapitre patrimoniaux, donc ça ne serait pas dépaysé. Le titre du chapitre s'appelle « Un panier percé ». Mon grand-père paternel était né au XIXe siècle, comme Wright ou Le Corbusier. Mais il n'apprit jamais rien de la théorie des formes. Il les produisait. Les jours d'hiver, lorsque la neige rendait le monde silencieux, entre parenthèses, nul besoin de le vouloir, il suffit d'attendre les jouissances adviennent, fermez la parenthèse, grand-père occupait les tables pour les activités de création de formes. Un atelier en quelque sorte. C'est là que je fis l'école maternelle avant que celle de la République n'enferme mon âme vagabonde. Mon grand-père paternel, bourguignon et paysan sans terre, d'une lignée de paysans sans terre depuis la nuit des temps, ignorait que Guimard enchantait la capitale de ses motifs floraux, ni que Le Corbusier lui opposait un purisme d'ascète hugo-helvétique. Dans cette étable de début du monde où les ruminants rendaient l'atmosphère paisible par leur mastication dans la chaleur de leur paix enchanteur, grand-père vaquait aux menus travaux de la ferme. Remplacer une porte sur une volière, réparer un outil ou bien tresser des cordes de sisal. Mais surtout, il fabriquait des paniers. La fabrication des paniers était une activité hivernale en dehors des grands travaux d'été. Et c'est dans cette étable biblique que je naquis à la création. Il fabriquait, certes, mais on pourrait penser qu'il créait. Cela ne lui serait jamais venu à l'esprit qu'il pouvait être un artiste. Il n'en avait pas besoin. Pourtant, comme des milliards d'individus qui inventent le monde à chaque pas, sa démarche créative était la plus convaincante qui soit. Excite les Miss, les Corbus et autres chantes de la modernité assassine. Grand-père avait une théorie bien à lui, il écoutait la matière. L'économie rurale est largement autarcique. Dans la ferme de mes grands-parents, tout était conservé, préservé. J'ai le souvenir précis de mon grand-père ramassant chaque clou, chaque bout de ficelle. Il mettait les clous dans une boîte, les ficelles s'accrochaient à des clous.
Puis nous les tressions, elles devenaient cordages pour les animaux, en particulier pour attacher les chèvres, car chacun sait que ce sont, par nature, des animaux intelligents mais indisciplinés et incontrôlables. Ils coupaient des tiges de noisetier qui, dans mon Dauphiné natal, envahissent les haies. Arrivés à maturité, ils donnent ces merveilleuses billes de bois qui contiennent une amande que certains, bêtement, en les noyant dans de l'huile de palme après les avoir mises en poudre, tartinent. Chevrier biblique du travaux de grand-mère et éloigné des sirènes publicitaires, je les dégustais plutôt fraîches et fondantes. J'avais un oncle chasseur qui n'aimait pas abattre les animaux libres des champs et des bois. Alors, en place du corps mort ensanglanté d'un oiseau, il remplissait sa besace de noisettes. Grand-père coupait les branches de noisetier sur le bord des chemins. Le noisetier est un arbuste aux tiges souples et nerveuses. Puis à l'aide d'un couteau tranchant, il pelait l'écorce pour en tirer de longues lanières. La tige dénudée servait d'ossature. Ronde, ovale, plate ou longue, les formes naissaient de ses mains. Il tissait ensuite l'écorce encore vivante pour la plier aux formes du panier. En séchant, le panier devenait rigide, véritable coque destinée à contenir les légumes du potager, les fruits du verger et les pommes de terre des champs. Le panier finissait sa vie comme nid pour les poules pondeuses, puis, percé à mort, brûlait dans le four en pierre où nous cuisions le pain. J'ai compris aujourd'hui que grand-père ne créait pas les formes de ses paniers. C'est la tige du noisetier qui, atteignant ses limites élastiques, dictait sa loi. Grand-père se soumettait aux lois de la matière qu'il utilisait. Le panier naissait d'un noisetier réincarné. Voilà, c'était une belle leçon que j'ai reçue quand j'étais enfant, où mon grand-père m'a appris à faire des paniers. Et j'ai compris beaucoup plus tard quel était le sens de ce travail que pratiquent depuis toujours les populations qui sont attachées à un terroir. On parle de vernaculaire, on parle de choses comme ça, mais quel sens tout cela a et comment on peut le transposer dans notre monde contemporain. Alors je vais vous présenter un certain nombre de projets. Donc tout d'abord, je vais vous parler de différents matériaux que j'utilise justement. En premier, parce que c'est un petit peu pour ça qu'on me connaît, mais je vais vous montrer que je ne fais pas que ça. C'est effectivement la construction de bâtiments en pierre et en pierre massive. Alors quand je dis pierre massive, je devrais plutôt dire pierre de taille. Ça veut dire que dans mes bâtiments, il n'y a pas de béton. Il n'y a pas de système de structure qui renforce la pierre. La pierre est là seulement, elle se tient toute seule, comme elle s'est tenue d'ailleurs depuis la nuit des temps. J'ai rien inventé, j'ai fait que simplement observer et regarder ce qu'avaient fait mes aïeux. Voilà, pour citer pour une anecdote, quand j'ai construit le musée des vins de patrimoniaux, je me souviens qu'un ingénieur de contrôle du bâtiment voulait m'imposer de couler des piliers en béton armé dans tous les angles du bâtiment. Donc je lui ai dit que je ne le ferais pas, je m'y refusais. Comme il insistait, je lui ai dit écoutez, c'est très simple, moi je ne suis pas d'accord, mais si vous me l'imposez, vous m'écrivez une lettre, vous la signez, et par laquelle vous prendrez la responsabilité de tous les désordres qui pourraient en survenir. Et bien il est parti. Donc on a construit sans béton. De toute façon c'était ou lui ou moi, donc c'était très simple. Et je pense que c'est la seule façon qu'on a de travailler et d'aboutir, ou d'aller jusqu'au bout de ce qu'il est nécessaire de faire aujourd'hui pour retrouver un sens au travail de l'architecte. Alors voilà, ça c'est un petit immeuble à Lyon. Vous verrez que j'ai fait des très gros projets dans ma jeunesse d'architecte. Et petit à petit, on me confie des tas de petites choses parce que comme mes ambitions sont immenses, trouver des gens qui soient capables de les assumer, c'est très difficile. Donc on a là un client qui est venu, qui nous a dit qu'il avait un petit terrain et il voulait construire sur ce terrain un ensemble avec un atelier de menuiserie, des bureaux et ensuite une série de logements superposés au-dessus. Ce qui est d'ailleurs un excellent exemple de ce que
doit être la ville, justement, c'est de retrouver cette superposition des fonctions, pour éviter qu'on n'est pas obligé d'aller au boulot en prenant une voiture, en prenant le train, en prenant, enfin, cette espèce d'obsession qu'a notre société de distribuer les choses dans l'espace et ensuite d'engendrer des conséquences catastrophiques. Donc retrouver la superposition des fonctions, c'est une des garanties de la ville durable. Donc ici, bon, on va passer rapidement, j'ai un truc, ah oui, voilà. Bon, là, il y a des ateliers, là, c'est des bureaux, et puis on a des logements au-dessus. Voilà, ça, c'est la façade principale, la façade latérale. Donc, voilà. Et ce qui était intéressant, c'est que justement, dans le projet, il fallait avoir des franchissements importants dans les rez-de-chaussée et dans l'étage pour pouvoir obtenir, disons, la fonctionnalité de ces espaces. Et on est tout simplement passé par l'utilisation d'une forme constructive tout à fait classique et basique, donc qui sont des arcs, tout simplement, comme vous le voyez ici, on le voit très bien vu par-dessous. Pour ceux qui connaissent, évidemment, je suis un admirateur des dessins d'Auguste Choisy, et si certains voulaient apprendre quelque chose, je leur conseille de lire l'histoire de l'architecture d'Auguste Choisy, c'est absolument admirable. Parce que lui, justement, il a compris que l'évolution des formes, c'était pas des trucs dans la tête des architectes, mais c'était dans l'esprit de la matière. Et c'est ça qui est fondamental. Voilà, donc on construit, vous voyez, on fait tailler les pierres, ensuite on les pose, et ça va très vite, et ça donne des chantiers d'une propreté inouïe, donc où il n'y a pas de bruit pratiquement, il n'y a pas de machine à vibrer, simplement voilà, on pose les pierres les unes sur les autres, et on obtient donc un résultat extrêmement sobre. Comme on le disait, les formes simples, c'est pas les plus faciles, c'est même au contraire ce qu'il y a de plus difficile, parce que c'est un travail sans cesse renouvelé qu'il faut faire pour arriver à une extrême simplicité en utilisant uniquement les forces de la matière. Alors ces forces de la matière, on les voit ici, où on a des différences de pierres entre le soubassement, qui assez logiquement, puisqu'il supporte plus d'étages que les parties hautes, a nécessité d'avoir des pierres beaucoup plus résistantes. Donc on a des pierres plus résistantes en bas et beaucoup plus tendres au-dessus. Voilà, ça c'est les espaces de bureau avec les grands arcs. Ça, on est dans les logements. Donc comme vous le voyez, la pierre est apparente dans les logements. Elle a toute sa présence. Et on peut aussi, avec la pierre, avec même des éléments extrêmement fins, produire des effets de claustrat sur les façades. Alors, voilà, ça c'est un projet. Maintenant, je vais vous parler d'un projet plus récent, qui est une maison individuelle, qui là aussi va faire part du travail sur la pierre, mais aussi du bois. On est dans le Vercors, c'est un endroit où ces ressources en matériaux sont présentes, et on va donc imaginer ici une simple construction. Donc c'est une maison pour des gens en villégiature, donc c'est un bâtiment très très simple. Vous voyez, c'est une simple toiture à 2 pentes qui couvre les espaces d'habitation. Bien sûr, la montagne est là, présente, très forte. On est dans le Vercors, donc c'est de la moyenne montagne, mais avec des massifs calcaires qui sont absolument gigantesques et très, très impressionnants. La maison s'établit sur la pente, perpendiculairement à la pente, et donc vient se poser le plus simplement possible sur le terrain. Le plan, lui, est aussi d'une extrême simplicité. Vous voyez, on a le nord ici, le sud là-bas, les chambres, l'espace de vie, et puis son prolongement sur la terrasse extérieure. Le système de structure qui est toujours chez nous l'objet d'une attention particulière pour atteindre une sorte d'évidence et de simplicité, comme on le voit ici, c'est simplement 2 rangées de piliers pierre
et au centre une rangée de poteaux bois qui sont toujours, en général, on travaille toujours avec la matière directe, c'est-à-dire les troncs juste écorcés. C'est ce qu'on avait fait ici à Patrimoniaux déjà, hein, donc sur certains éléments, on a juste des troncs écorcés et qu'on assemble et qu'on monte. Voilà. Donc la maison dans son environnement, donc vous voyez une maison d'une extrême modestie, la forme pyramidale des piliers pour mieux encaisser les efforts sismiques, puisqu'on doit cette autostabilité de l'édifice en cas de séisme. Des bois, les bois de charpente viennent des forêts qui sont juste à côté. Hein. On a moins de 10 km pour faire venir les bois qui sont ici. Voilà. Voilà l'édifice dans son environnement. Voilà, de plus près. Alors il est vrai qu'ici on a une pierre qui n'est pas une pierre strictement locale, qui est une pierre qui vient du sud de la France, parce que, et qu'on en discutait tout à l'heure aussi, un des graves problèmes qu'on peut avoir ici, et que j'ai eu en Corse d'ailleurs, quand j'ai construit le musée de Patrimoniaux, c'est qu'il n'y a pas toujours des carrières à proximité. Et ces carrières sont malheureusement difficiles à réouvrir ou même carrément à ouvrir. Et donc toute cette matière importante avec laquelle nous pourrions faire des bâtiments sains et durables, on a cette difficulté à trouver donc, des matériaux proches. Donc il y a un combat, c'est sûr, qu'on doit faire, on doit continuer à le mener pour... voilà. Donc les clins, vous voyez, sont des clins de bois brut, très simples, en mélèze. Alors je voudrais vous parler, ça c'est un projet un petit peu singulier, qui a été construit dans la carrière de Fontvieille. Alors je ne sais pas si certains connaissent les carrières de Fontvieille, donc on est à côté d'Arles. Et ces carrières ont servi de ressources en matériaux pour tous les projets, enfin la plupart des projets de Fernand Pouillon. Fernand Pouillon, quand il a construit donc ces grands ensembles d'Alger et en même temps aussi les grands ensembles de Paris, de la région parisienne, puisait sa pierre dans les carrières de Fontvieille. Depuis de nombreuses années, nous travaillons également aussi avec ces carrières de Fontvieille qui ont toujours leur production et avec lesquelles donc, nous construisons un certain nombre de bâtiments. Et le propriétaire de la carrière m'a demandé un jour de construire un petit bâtiment qu'on aperçoit ici, qui est là, qui relie deux bâtiments existants dont l'un, pense-t-on, aurait pu être dessiné et construit par Pouillon. Et ce qu'on voit ici, cette énorme falaise de plus d'une vingtaine de haut, c'est le trou qu'a laissé à peu près la surface et à peu près celle d'un stade de football. Ce trou, c'est en fait celui dans lequel ont été tirées les pierres qui ont donc servi, comme je l'ai dit, au projet de Fernand Pouillon. Et le propriétaire de la carrière m'avait demandé de faire une sorte de pavillon d'accueil, voire même démontable, pour montrer justement toutes les qualités qu'on pouvait attendre de la pierre, qualité à la fois bien sûr physique, mais aussi également expressive. Et j'étais donc parti à construire ce petit pavillon. Ça fait 70 mètres carrés, hein, donc c'est à peu près la surface qu'on a ici, hein, donc c'est tout petit. Ce pavillon devait en quelque sorte démontrer la qualité de la pierre. Les qualités notamment de plasticité,
et aussi également de réutilisation. Alors ça, je me suis souvent exprimé là-dessus. La pierre a une caractéristique, c'est qu'elle n'est pas recyclable. La pierre n'est pas recyclable, elle est seulement réutilisable. Ce qui est une différence fondamentale et qu'il vous faut absolument faire et que je fais systématiquement. Les matériaux recyclables, c'est une catastrophe écologique. Ils sont recyclables, mais pour être recyclés, on a besoin de leur rajouter de l'énergie. Prenons l'aluminium. L'aluminium, c'est recyclable, bien entendu, mais vous avez besoin, pour les recycler, d'autant d'énergie que vous en avez mis à les faire. Donc c'est une véritable catastrophe et c'est un leurre. Donc on nous raconte, on va faire avec des matériaux recyclables et tout, etc. etc. C'est une erreur. Même si vous prenez les bouteilles plastiques, alors celle-ci est en verre par chance. Sinon, je me serais vengé sur elle. Mais disons, les bouteilles en plastique, par exemple, qu'on dit recyclables, eh ben, elles ne le sont pas. Elles le sont une fois, puis après, on ne peut plus les recycler. Par contre, le plastique, lui, il est là pour l'éternité, ou quasiment. Donc sa pollution est absolument... donc arrêtons de parler de recyclabilité. Il faut parler de réutilisation. Et réutiliser, ça veut dire qu'on reprend les choses telles qu'elles sont et on les remet en œuvre sans les transformer. Et donc c'était cette vertu-là que la carrière m'avait demandé donc de mettre en avant. Alors j'avais commencé à imaginer, comme je le fais sur beaucoup de mes bâtiments, d'avoir l'utilisation d'un bloc, d'un module. Parce que je pars toujours de l'idée que moins on touche la matière, moins on la transforme, et plus le processus a des vertus environnementales. Hein. C'est-à-dire que l'énergie qu'on ne dépense pas, ben, c'est de l'énergie gagnée, quoi. Donc je suis parti de l'idée assez bête de prendre un bloc de pierre qui fait à peu près 2 mètres de long par 70 en carré, et je l'ai coupé en deux suivant un angle à 60. Alors en fait, mon idée au départ, c'était que je voulais faire une sorte de mur de lumière avec des percements qui ressemblent à ceux qu'on trouve dans les chapelles romanes, par exemple, où on a des fentes comme ça et des grands biais qui vont diffuser la lumière et qui permettent d'avoir une grande luminosité d'un espace alors que l'ouverture est très petite. Et j'ai commencé à découper ces blocs. Comme vous le voyez, je travaille beaucoup en maquette. Hein. J'aime bien me confronter tout de suite à la matière. C'est-à-dire que, et j'essaye d'en retrouver sa dimension, même dans la manipulation que je peux faire des éléments. Et donc ici, j'avais commencé à monter mes murs, et puis soudain, je me suis rendu compte, avec mes blocs, que je pouvais les monter dans des sens différents. Ils pouvaient s'assembler de manière différente et faire des figures que j'appelle des figures de stabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque j'empilais mes blocs, si jamais ils se cassaient la figure, j'éliminais la construction. Donc tout l'ensemble ne tient que par l'équilibre des pierres les unes sur les autres. Il n'y a absolument aucun élément d'attache, il n'y a pas d'acier, il n'y a rien du tout. Donc mon travail consistait simplement à utiliser les vertus du poids des pierres. Je le dis souvent d'ailleurs qu'une des grandes vertus de la pierre, c'est son poids. Et donc de produire en quelque sorte des figures de stabilité. Donc j'ai composé ça un petit peu comme un sculpteur qui vient assembler ses blocs. Donc vous le voyez là, c'est très très simple, pour pouvoir faire pénétrer la lumière et la faire exploser, éclater, diffuser à l'intérieur de l'espace. Donc d'avoir une sorte de mur de lumière à partir de ces éléments. Donc c'est uniquement la force gravitationnelle, si je puis dire, qui maintienne l'édifice en équilibre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de colle, il n'y a pas de joint, il n'y a rien du tout. Et donc, j'ai composé ce bâtiment très très simple, hein, à partir de ces figures que j'appelle des figures de stabilité, qui bien sûr répondent à certaines exigences de recherche de la lumière, sa diffusion ou de passage, etc. Et tout ça est uniquement fondé effectivement sur un travail quasiment sculptural. Hein. Alors voilà l'édifice, une fois réalisé.
Donc on voit bien comment tous ces blocs, alors tous les blocs sont les mêmes, hein, donc il n'y a pas de blocs différents, etc. C'est tous les mêmes. C'est-à-dire que l'idée c'était, on peut démonter ce bâtiment et on reprend les blocs et on peut faire autre chose avec. Hein, c'est d'ailleurs une des grandes vertus de la pierre. C'est quand même ça, c'est de pouvoir démonter des bâtiments. Si ici vous avez la chance de voir un vieux bâtiment en ruine, achetez-le, démontez les pierres et refaites-en un contemporain avec. Hein, c'est vraiment ça la vraie bonne démarche. Donc voilà ce petit bâtiment. Donc tout simple, hein, avec des bassins devant qui permettent d'apporter aussi la fraîcheur. Voilà. Et donc ce bâtiment, comme on l'a vu sur la première image, domine cet immense trou. Donc on le voit quand on rentre dans le bâtiment, bien sûr, cet immense trou qu'a fait Fernand Pouillon. Donc voilà l'extérieur, l'intérieur. Et à l'intérieur donc de cet espace, il y a en quelque sorte un deuxième espace qui correspond aussi à une demande qu'avait le directeur de la carrière, à savoir un lieu où on pouvait accueillir, s'asseoir, mais qui traduirait en quelque sorte, ou qui émergerait de ce que la pierre peut devenir et peut être, comme, j'allais dire presque comme un espace urbain. Pourquoi il a tourné celui-là ? Et j'ai composé donc une sorte de jardin avec de l'eau, des plantes, des blocs de pierre comme ça qui ont des hauteurs différentes, comme si c'était, vous savez, je ne sais pas si certains ont déjà vu des carrières, donc il y a une espèce de mise en trame comme ça qui permet de découper les pierres, le banc de pierre, et parfois il reste des morceaux d'un côté et de l'autre, donc c'est un peu cette métaphore que j'ai utilisée ici, et avec des fontaines, donc à chaque fois on a des fontaines qui animent l'espace, dont l'une aussi est une forme de ziggourate, comme on le voit, donc où l'eau monte jusqu'en haut et redescend, donc comme un signe de vie. Et c'est vrai que cet espace-là, cette sorte de jardin, je l'ai appelé le jardin d'Ève, parce que dans mon entourage, il y a une jeune paysagiste qui est morte en donnant son sang. Hein, ça peut arriver, ceux qui donnent leur sang doivent le savoir, et elle est décédée en donnant son sang, et cet événement m'a beaucoup marqué, et j'ai eu envie de lui rendre hommage. C'est pour ça que je l'ai appelé le jardin d'Ève. Mais en même temps aussi, Ève, c'est la première des femmes, on pourrait dire, pour ceux qui croient bien sûr à cette légende, mais il suffit de croire pour que les choses adviennent. Hein. Et donc le jardin d'Ève, c'est aussi comme si c'était un jardin premier, le jardin, une sorte de jardin donc purement minéral, ou simplement quelques cactées, comme vous voyez, qui sont là, donc qui manifestent la naissance de la vie, mais l'espace lui-même, bien sûr, est un espace totalement minéral construit avec la pierre. Donc voilà, donc c'est un travail sur la lumière, comme vous l'aurez compris, avec donc ces pierres qui viennent aussi permettre de découper dans le paysage des formes singulières pour apprécier donc cet espace de la carrière. Donc avec de l'eau qui court, qui suinte, qui donc provoque ce chant apaisant, disons, des eaux, quoi. Voilà, alors ça c'était pour vous montrer un petit peu tous ces projets en pierre, enfin les derniers, hein, parce que je ne vais pas tous, j'en ai beaucoup d'autres. Mais là, je voudrais vous montrer un travail que je fais déjà depuis 6 ou 7 ans. Donc je vis une partie de l'année au Sénégal, parce que j'y ai découvert là-bas des choses intéressantes, et notamment la capacité, la possibilité de construire en terre. J'ai déjà construit en terre ici en France, donc notamment dans la région de Lyon, il y a des logements que j'ai réalisés en pisé. Donc le pisé, c'est une technique particulière de construction en terre, où on prend de la terre crue et on la compacte simplement dans des coffrages,
Et ce compactage durcit le matériau, la terre, en le rendant suffisamment solide pour construire des maisons. On a d'ailleurs dans la région lyonnaise des maisons qui ont plus de 5 siècles et qui sont donc en parfait état et qui sont construites entièrement en terre, en pisé. Et donc je suis allé là-bas au Sénégal et je suis tombé un peu amoureux d'un endroit qui est au sud de Dakar, qui est un immense delta, sans doute un des plus beaux deltas au monde. Et dans cet endroit-là, j'ai découvert des lieux. Je suis à quelques dizaines de mètres de la maison de naissance du président Léopold Sédar Senghor, qui était aussi poète, hein, voilà, un grand poète qui a fait partie aussi de l'Académie française. Et cet endroit est un endroit très singulier, très particulier. Alors j'ai écrit quelques lignes là aussi, je vais peut-être vous les lire, donc de ce lieu où j'ai commencé à construire et à pratiquer la construction en terre. Le titre c'est Magic Djilor. Alors Djilor parce que c'est le nom du village dans lequel se trouve cet édifice, et magique parce que là-bas en Afrique les choses sont magiques. Il y a toujours ce mystère de la magie qui est là et qui imprègne un peu chaque chose. Il y a des bois sacrés, il y a etc. Donc il y a des djinns, il y a toutes sortes d'éléments comme ça qui existent et qui font l'âme des lieux. Rien n'arrête l'harmattan. Rien ne l'arrête car le paysage est définitivement plat comme la main, qui au demeurant n'est pas plate. Vent du nord chaud, car venu du Sahel et chargé de sable qui s'infiltre dans la moindre fissure. Vous aurez beau tout clôturer, sceller toutes les fenêtres, y enfoncer des papiers ou des tissus au risque d'étouffer. Entre étouffer et manger du sable, il faut choisir. Les tourbillons créent autour des obstacles des mini-dunes qui dessinent des arabesques mystérieuses aux yeux des naïfs ou des poètes, mais sont parfaitement rationnelles pour des spécialistes de l'écoulement des fluides. Et on peut être physicien et poète. Le sable cingle le visage et les murs comme une pluie ininterrompue dans le chant du vent. Il pleut de la poussière. On n'entend plus les oiseaux, qu'au demeurant personne, aveuglé par cette poussière chaude, ne verrait. Le sable, c'est ce qui fait les îles. Il y en a des milliers. Dans cet immense delta, elles jouent à cache-cache. 2 fois chaque jour, elles disparaissent ou changent de taille. Comme des amibes qui se gonflent et se dégonflent. C'est un monde vivant. À chaque marée basse, les palétuviers, se croyant sols, en profitent pour dénuder leurs jambes ou s'accrochent comme des parasites ces fainéants de mollusques, huîtres et moules. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que ce delta, c'est au bord de l'océan Atlantique, et donc il est affecté par les marées. Donc la marée, il y a une marée haute, marée basse, bien sûr beaucoup moins sensible que sur l'océan lui-même, mais ce qu'on appelle donc cette rivière ici, ce fleuve, c'est en même temps un estuaire. Hein, donc il va jusqu'à l'océan. Les poissons, malins, ont pondu leurs œufs sur leurs jambes, et les alevins commencent leur vie dans l'inextricable enchevêtrement que forme le piétement des mangroves, vaste cage d'élevage protégée des prédateurs. En grossissant, les poissons voudront s'en échapper. Gare, les martins pêcheurs guettent et d'un plongeon spectaculaire pénètrent bec en avant, effilés comme des missiles, pour prélever leur part du vivant. Puis, ayant échappé aux attaques en rafale, les poissons, en grossissant, s'aventurent plus loin, où les attendent hérons et cormorans. Puis, devenus plus gros encore, ils finiront dans la poche à provisions de ces goinfres de pélicans. Au-delà, l'aventure vous sera contée par les pêcheurs des îles. Il faut les voir partir sur ces frêles esquifs, des pirogues de bois richement décorées, souvent chargées de dizaines d'enfants qui apprennent les dures lois de la mer, un simple filet rapiécé comme arme de chasse. Partir sur les eaux d'abord tranquilles des bolons, c'est le nom qu'on donne à ces estuaires, ça s'appelle des bolons, puis s'aventurer vers la haute mer où ils peuvent passer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Les pirogues sont alors un peu plus grosses,
Sans cabine, sans sanitaire, sans cuisine, pas même un abri par temps de pluie, dans le froid de la nuit, chahutés par les vagues mugissantes, douchés malgré eux par les embruns. Puis revenir, la pirogue de moins en moins chargée de poissons, parfois vide, car les ressources halieutiques diminuent par la faute des bateaux-usines chinois ou turcs qui raclent le fond des eaux pour nourrir leur population. Ils doivent vendre leurs poissons à des sociétés occidentales à un prix que les autochtones de plus en plus affamés ne peuvent se permettre et voient partir leur pêche vers des usines qui la transformeront en farine destinée à des fermes piscicoles occidentales pour nourrir d'autres poissons prétendument plus nobles, bar ou dorades, dont vont se goinfrer, comme les pélicans, d'autres humains que les prix attractifs de ces poissons semi-sauvages vont calmer quelque temps en les rendant aveugles à leur misère existentielle. Ça pour vous dire que quand on aborde un projet, il faut d'abord, c'est ce que m'avait enseigné Maître André Ravero, donc architecte disparu aujourd'hui, avec qui j'ai travaillé dans le Sahara. Je me souviens toujours, quand je suis arrivé, il m'a dit « va te faire tailler une gandoura ». Alors, une gandoura, c'est un vaste vêtement ample et qui permet évidemment de se trouver avec le confort utile dans ces pays où il fait très chaud et surtout de pouvoir vivre au plus près du sol, de pouvoir donc s'accroupir et ne pas être gêné par ces vêtements impossibles que sont les jeans et autres robes serrées ou trop serrées. Et donc on s'adapte, c'est-à-dire qu'on vient se couler en quelque sorte dans l'esprit du lieu, dans ce qu'il nous donne à lire, à comprendre. Et donc je vais commencer à faire un projet et je vais commencer à le faire en apportant donc déjà, donc on va construire en pisé, donc on me voit en train de construire, hein, j'hésite jamais à mettre la main à la pâte, hein. Donc vous voyez le principe est très simple, hein, j'arrive pas à... oui, voilà. Donc on a des coffrages et puis on met de la terre dedans et on tape, on pise. Et j'avais organisé avec des étudiants venus de différentes écoles européennes et mêlés avec les jeunes du village, on a travaillé en équipe pour construire un bâtiment en terre. Donc ce bâtiment en terre, on voit là la terre utilisée. Alors pas simplement de la terre, on a aussi de la pierre. On monte un soubassement en pierre pour tenir l'édifice légèrement au-dessus du sol. Et on construit, donc c'est du pisé. Alors moi quand je travaille les matériaux, j'évite d'y mettre quoi que ce soit dedans, hein, ni poudre de perlimpinpin. Enfin si, je pourrais dire j'en ai mis ici parce que pour faciliter le décoffrage, on enduisait nos coffrages avec du beurre de karité. Voilà, donc je sais que ça a des vertus sur la peau, mais sur la peau des coffrages aussi. Donc et le beurre de karité, c'est quelque chose qu'on trouve très facilement sur place. Alors voilà, on voit les jeunes qui construisent, qui bâtissent ici, donc on voit bien l'environnement, là ici, le fleuve qui est là à côté, et donc l'édifice, je vais passer une petite vidéo là après, comme ça vous verrez un peu mieux. Voilà, on est en train de décoffrer les murs en terre. Et voilà, ça va vous permettre de voir un petit peu. Alors, je sais pas comment on fait. Voilà, c'est ici. Voilà, on va voir. Donc là, on est en chantier. Hein, donc, vous voyez la construction, donc des murs en pisé. Et petit à petit, vous allez découvrir donc l'environnement, donc le village, le petit village. Au milieu des sables, hein. Donc on est sur ce delta où l'océan est tout à fait là-bas au fond et donc les ondulations de l'océan nous amènent donc les ondulations du Bollon emmènent jusqu'à l'océan. Voilà, donc ça vous donne une idée un petit peu du lieu. On a fait des voûtes. On essaye à chaque fois toujours de minimiser toute intervention en béton. On n'y arrive pas totalement, bien sûr, il y a des éléments. Mais là, ici, on va construire des voûtes qui sont extrêmement fines en briques de terre. Donc des briques qui font 5 cm d'épaisseur. Donc c'est des voûtes extrêmement légères.
Donc vous voyez les tirants qui permettent de tenir la poussée des voûtes. La charpente qui est entièrement faite de poteaux électriques récupérés. Donc le Sénégal qui se modernise, hein, Dieu sait que la modernité fait des malheurs partout, ont décidé de faire des poteaux électriques en béton armé. Donc ils jettent les vieux poteaux en bois et donc nous on les récupère pour faire, on en a fait notre charpente. Avec également aussi des bambous qui permettent d'accrocher une paille, c'est un roseau qui s'appelle du tifa, qui pousse donc dans les fleuves là-bas et qu'on a utilisé pour faire la toiture. Donc c'est ce qu'on appellerait chez nous du chaume. Hein, donc voilà. Et donc bon, le haut du toit est couvert par un élément effectivement en mortier pour assurer l'étanchéité quand on arrive en haut du toit. Donc vous voyez une maison d'une très grande simplicité qui est faite, alors on voit peut-être mieux sur le plan, mais donc vous voyez les toitures, donc les toitures très simples, les toitures ici aussi de l'étage. On verra dessous donc la grande, ce qu'on appelle une varangue, c'est-à-dire que là-bas, bien sûr, la chaleur est telle que voilà, donc on a la maison elle-même ici, construite en mur de pisé, et puis tout autour, donc on a une sorte de galerie qui permet de protéger la maison donc de la chaleur. Donc voilà la maison donc construite. Voilà, donc on voit la singularité du mur qui fait des plis. Tout simplement parce que grâce à ça, il devient autostable. On n'a pas besoin de mettre de béton armé dedans. Donc voilà, après on s'amuse un peu pour essayer de montrer qu'on peut faire des choses aussi comme mon grand-père, décoratives, mais toujours dans l'esprit de la logique constructive. Voilà, donc des pierres aussi sur le soubassement. Travaille sur toujours l'idée de rechercher la ventilation, les ventilations traversantes, utilisation de la pierre au niveau du sol, du bois. Voilà, donc on voit les bambous qui soutiennent la toiture antifa. Hein. Donc un travail aussi qui est toujours fait avec les artisans locaux. Ce qui est extraordinaire là-bas, c'est que les artisans travaillent dans la rue. Donc ils n'ont pas d'atelier et donc c'est fabuleux parce qu'on voit ce qu'ils font, on les voit en train de travailler. On pourrait penser qu'ici, certainement, il y a un siècle ou peut-être moins, on voyait les artisans, ce qui permettait aussi aux enfants de comprendre de quoi était fait le monde et aussi peut-être de leur donner l'envie, le désir d'un jour d'être menuisier, charpentier, d'être ferronnier. Et ça, on le trouve encore là-bas. Donc une maison où les transparences, l'intérieur, l'extérieur se mélangent intimement. Donc la végétation vient également à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est une maison simple avec quelques petites astuces pour pouvoir avoir la ventilation tout en gardant la grande clarté des baies. Donc voilà. Alors il y a une part de pisé, donc sur certains éléments, il y a une part aussi de briques de terre. Et tout à fait à l'étage, donc on a des serrureries qui sont faites avec un simple profil métallique basique, hein, en T, qui viennent supporter les verres. Et même, lorsqu'on le peut, le travail d'un artisan qui permet de fabriquer une sorte de fermeture d'une porte de manière très rustique, mais solide et évocatrice. Voilà, donc ça c'est quand on est à l'étage et qu'on voit donc la vue sur le fleuve et les arbres qu'on a plantés sur la plage. Donc vous voyez, la charpente est d'une rusticité totale. D'ailleurs, tous les assemblages ont été faits à la tronçonneuse.
Donc, donc tout a été bâti sur place par les artisans. Les poutres sont simplement boulonnées, hein, avec des grands boulons traversants et qui les maintiennent. Donc c'est ce qu'on appelle des charpentes à ciseaux. Voilà, quelques détails aussi. Toujours ce travail des artisans ferronniers, des maçons aussi, des carreleurs. Enfin, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ici on redécouvre en fait une proximité avec les artisans, avec les travailleurs, et c'est pas rare, et comme vous l'avez vu sur la première image, qu'on travaille ensemble. J'aime bien participer aux travaux de construction avec les artisans eux-mêmes. Je trouve que c'est une des clés quand même pour mieux comprendre les lois de la matière. On a construit aussi, donc toujours avec de la terre, un édifice un peu particulier qui est une maison pour artistes. Donc c'est une résidence pour artistes, c'est sur le modèle de la Villa Médicis. Vous le savez ou vous ne le savez pas, et c'est peut-être pas le plus important, mais le Sénégal vient de commencer l'exploitation de gisements de gaz, surtout de pétrole et de gaz, au large de la ville de Saint-Louis. Et il y a quelques années, le président Macron, sans doute attiré par le gaz, a décidé d'octroyer, de financer une maison pour artistes destinée donc aux artistes africains ou d'ailleurs, et le travail nous a échu. Alors le président, évidemment, dans sa grande générosité, nous a donné 70 000 €. Et nous avons donc construit cette maison avec 70 000 €. Alors en réalité, elle n'est pas tout à fait, on n'a pas tout construit parce qu'il existait une bâtisse en fait. On a rénové et restructuré complètement une bâtisse existante qui était entièrement en béton, sans charme, sans vraiment beaucoup d'intérêt. Et on l'a transformée de la façon suivante. On avait donc des studios de petite taille à l'étage, des chambres, on les a agrandis par une série de bow windows dont on verra un peu le principe. Ensuite, on a complètement habillé toute la maison d'un mur de briques de terre et on l'a doublé à l'extérieur par une galerie qui est support d'éléments de végétation qui vont produire à la fois donc une protection donc pour faire le tour de la maison et en même temps une protection solaire très efficace. Donc c'est les simples choses qu'on a faites avec le peu de budget qu'on avait. Donc on voit ici l'axonométrie de la maison, on voit ces sortes de bow windows qui agrandissent des petites chambres qui sont des sortes de salons extérieurs. On voit la galerie là, qui fait tout le tour et puis des grilles disposées de sorte à venir accueillir la végétation grimpante. Il faut savoir là-bas que quand vous voulez avoir des bougainvilliers, ça pousse comme, je sais pas, comme des ronces. Hein, vous jetez une graine et pouf, ça grimpe. Donc c'est pour ça qu'on peut utiliser assez facilement la végétation. Voilà le chantier de la maison. Donc on voit comment la petite maison qui existait a été transformée avec des briques de terre. Et ça, c'est quelques photos de la réalisation où on aperçoit ces fameux bow windows là, qui viennent. Et on voulait que cette maison soit complètement envahie dans le végétal, c'est-à-dire qu'elle finisse par y disparaître pour mêler intimement les artistes qui sont là en résidence dans l'espace végétal particulier des pays tropicaux. Donc voilà quelques photos récentes du bâtiment. Donc ça a été construit il y a 5-6 ans à peu près, ouais, à peu près. Donc bon, on a attendu un peu que la végétation grimpe pour pouvoir montrer le projet. Voilà quelques détails de travail qu'on peut faire sur les mobiliers extérieurs.
Et également, donc, comme on va voir ici, dans les petites chambres, donc l'extension extérieure de ces beaux windows qui sont donc entièrement, donc ce sont des claustras, hein, c'est une sorte de moucharabiais, on pourrait dire, on est tout à fait dans cette logique-là, où effectivement l'air peut traverser et cet air-là est rafraîchi en même temps par la végétation qui entoure l'édifice. Donc voilà le détail. Tout ça est travaillé avec des artisans locaux, donc en collaboration. Donc c'est un travail bien sûr sur la qualité qu'on recherche et qu'on exige aussi, hein, parce qu'il faut imaginer que comme de partout, il faut tenir les choses, hein, il faut les surveiller étroitement. Voilà donc une petite idée de cet édifice très simple. Depuis que je suis là-bas, et depuis déjà 7 ans au moins, j'ai été très intéressé par une technique qui nous vient de l'Égypte ancienne, qui s'appelle la voûte nubienne. La voûte nubienne, c'est ce que pratiquait Hassan Fathy. Alors je ne sais pas si il y a des gens de mon âge qui ont bien connu Hassan Fathy. C'est bien connu, j'entends, je veux dire, sur le plan de la réputation. Donc Hassan Fathy, c'était un architecte égyptien qui, lorsqu'on lui a demandé de reconstruire un village, a décidé de réutiliser les techniques anciennes, d'utiliser les constructions en terre, dont effectivement celle de la voûte nubienne, qui est donc une technique qui utilise la terre crue, et qui permet des franchissements, donc des couvertures d'édifices sans avoir nul besoin de bois, parce qu'on est dans des régions donc là-bas où les bois sont relativement rares, et certains endroits encore plus rares que d'autres. Donc c'est toute la zone du Sahel. Je vais vous montrer après le projet que je travaille là dans le Sahel actuellement. Et cette technique avait d'ailleurs suffisamment séduit des architectes corses. Alors vous vous en souvenez peut-être pas, mais moi je l'ai su par deux Corses, si je puis dire, enfin un véritable, je veux dire, qui était donc Guy Maestracci, qui était le maire de Patrimonio et qui connaissait, donc vous savez qu'à Pigne, vous avez un auditorium construit en terre, et donc un jour que je discutais avec un de mes amis, qui s'appelle Marc Held, et il m'a raconté l'histoire suivante, que j'ai intitulée « L'affaire corse d'Hassan Fathy ». Fathy fut invité par un groupe de passionnés par son architecture de terre. C'est Tony Casalonga, peintre et graveur, qui l'avait convié. Il passa une semaine en leur compagnie dans le couvent d'Alziprato, en Haute-Corse, pour une retraite qui ne fut pas celle de Russie. Un architecte d'Égypte dans la campagne corse, c'était un juste retour de l'histoire. Retraite qui eut, oui, là vous faites allusion évidemment à la campagne d'Égypte de Napoléon. Donc, retraite qui eut des allures bibliques, comme me le conta mon ami Marc Held, architecte. Marc s'était installé dans une bergerie corse, à Zilia, première étape de son odyssée professionnelle qui le conduisit vers les riverages de la Grèce et jusqu'à ceux d'Afrique où nous nous rencontrâmes. Sa bergerie était proche du couvent où ses passionnés avaient reclus l'Égyptien. Je raconterai ailleurs les aventures de Marc Held, héros contemporain, car elles sont trop importantes pour être enfermées, limitées à un seul chapitre. Marc, ayant appris la venue de cet étranger qu'il ne connaissait pas, mais mu par une insatiable curiosité, vint assister aux messes du maître. Il me rapporta récemment qu'un jour, une colombe, sans doute sensible à ses propos pacifiques, vint se poser sur l'épaule de notre saint Antoine exotique, assis sous un arbre. Quelle image biblique! Peut-être n'était-ce qu'un moineau qui, attiré par un restant de gâteau, avait fait une halte d'observation sur une épaule qui lui paraissait rassurante, avant de plonger vers les reliefs attirants.
Mais l'image est belle, et comme toutes les légendes, ce n'est pas la réalité des faits qui importe, mais la symbolique qu'on leur attribue. Saint Hassan, du haut de sa colline, une colombe envoyée par le dieu des architectes sur la tête, prêchait pour enjoindre aux hommes de construire en terre et de sauver le monde. Marc, aussi mécréant que moi, mit plusieurs décennies à entendre cette bonne parole. Aujourd'hui, nous bâtissons au Sénégal avec la terre de ce pays. Ces événements importants firent de la Corse un haut lieu de la construction en terre. Et Guy, curieux d'architecture, connaissait l'histoire d'Hassan Fati et des conséquences qu'elles eurent en Corse. Guy me fit visiter ses retombées dans le village de Pigne, en Balagne, où une belle coupole de terre est un écho musical aux paroles du maître. C'est à cette occasion que l'on me relata la venue de Fati en Corse. Il ne m'en fallut pas plus pour adhérer à la proposition de Guy d'imaginer construire une maison pour les vins en pisé. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'effectivement, le premier projet que j'ai dessiné pour Patrimoniaux, c'était un projet en pisé. Et il a fallu des circonstances que je relate là ici dans le livre, que je pense que vous lirez, qui montreront comment on est passé en fait de la terre à la pierre. Donc ces constructions, effectivement, en terre crue, j'ai commencé à les expérimenter là-bas au Sénégal. En voici donc un exemple. Il s'agit donc de blocs de terre crue, qu'on appelle aussi de l'adobe, hein, d'autres façons de les dire, c'est-à-dire qu'il n'y a que la terre. On moule la terre, on en fait des blocs, et ensuite on va monter une voûte qu'on voit ici, donc, qui est amorcée, voilà la voûte, et on va la monter sans coffrage. Voilà, là vous avez une petite image même qui va s'animer. Donc vous voyez le principe. Les briques sont donc montées en biais comme ça. Vous voyez comment on monte la voûte, ce qui fait que les briques tiennent. Elles sont aussi bien sûr collées avec de la terre. Et on va monter toute la voûte comme ça, uniquement donc en briques de terre, sans autre moyen de soutien que la vertu de la géométrie de ces briques. Ça, c'est une technique qui existe depuis l'Égypte ancienne, dont j'ai vu des réalisations encore vivantes, si je puis dire, encore en place. Ceux qui connaissent un peu l'Égypte, c'est vers le temple de Ramesséum, donc qui est vers l'entrée de la vallée des rois et des reines, pas très loin du temple d'Hatchepsout. Et vous avez encore des réalisations qui datent de plusieurs milliers d'années, qui sont donc toujours là, présentes, et qui sont réalisées suivant cette technique. Et cette technique a été remise à la mode, enfin, si je puis dire, par une association qui est fondée par un Burkinabé associé avec un maçon français, qui s'appelle la voûte nubienne, tout simplement, et qui milite pour construire dans toute l'Afrique, et pratiquement donc, ce qu'on appelle la partie sahélienne, hein, que ce soit le Burkina Faso, que ce soit le Mali, que ce soit un peu moins au Sénégal, mais en Mauritanie. Donc des constructions qui ne demandent finalement que d'utiliser la matière qu'on a sous nos pieds et de la monter sans aucun recours à des matériaux coûteux, donc le béton, l'acier, le bois. Et donc nous travaillons actuellement sur des projets. Donc ça, c'était une petite réalisation expérimentale que j'ai faite. Et voilà, donc vous avez l'intérieur. Alors c'est des murs qui font entre 40 à 60 cm d'épaisseur. Donc vous avez une très très grande inertie thermique, ce qui est bien sûr une qualité tout à fait appréciable dans ces endroits. Voilà, donc ça, et évidemment, je suis missionné depuis quelques années, enfin non, 2 ans, oui, 2 ans pour construire dans le Sahel un équipement qui est un centre culturel
qui est tout à fait au nord-est du Sénégal, le long du fleuve Sénégal, et qui est un centre culturel qui est promu par une ONG qui cherche à construire des équipements culturels dans des endroits où ils n'ont aucune chance d'en avoir. Ce qui est extrêmement vertueux, hein. On sait bien aujourd'hui les problèmes qu'on peut avoir ici dans notre pays de désertification, de disparition des services publics et effectivement, donc toutes ces questions-là qui sont assez fondamentales, eh bien, elles se posent bien sûr de la même façon en Afrique et les gens sont dans des endroits totalement désertiques et n'ont à peu près aucune chance d'avoir des équipements culturels qui leur permettent d'exprimer et de rassembler les gens autour d'une culture commune. Et donc le comédien qui est à la tête de cette ONG, donc Xavier Simonin, a décidé de promouvoir dans un endroit désertique. Donc vous voyez, vous voyez le fleuve Sénégal là-bas au fond. Et donc, c'est ce qu'on appelle la savane arborée. Hein. Donc, on a des arbres de temps en temps comme ça. Et ces étendues immenses sont parcourues par les troupeaux que guident les Peuls. Les Peuls, c'est une peuplade dont on dit qu'elle a parcouru l'Afrique, hein, fait qu'elle parcourt l'Afrique de l'Égypte jusqu'au Sénégal ou en Guinée. Et donc ces grands espaces vides, c'est là qu'on est en train de construire donc ce centre culturel. Ça c'est un démarrage d'un édifice qui finalement n'a pas abouti, qui est un lycée qui a eu quelques petits problèmes. Sinon nous, le terrain sur lequel on va s'implanter, il est par là, oui. On va le voir un peu mieux ici, voilà. Donc on voit le site sur lequel on vient se positionner. Chaque 2 ans, l'association crée un grand festival qui s'appelle À Sahel ouvert et où des milliers de personnes viennent assister. Alors ils viennent de partout. De l'autre côté, là-bas, c'est la Mauritanie. Par là, c'est le Mali. Donc là, ici, c'est le Sénégal. Et en fait, on s'aperçoit que des milliers de gens viennent. Alors bien sûr, il y a quelques vedettes comme Youssou N'Dour ou d'autres qui acceptent de participer à ce genre de festival. Et on voit bien que si l'on travaille sur l'idée de redonner une substance culturelle à des lieux, ceux-ci donc peuvent fonctionner. Et donc on travaille donc sur la construction actuellement, donc sur l'implantation dans une zone tout à fait désertique, si on peut dire. Voilà. Donc, alors le plan n'est pas ce qui est le plus simple. On a un grand bâtiment principal qui contient une salle polyvalente ici, une série de bâtiments. Alors c'est un équipement qui est destiné à former les gens à la mise en scène. Donc c'est pour ça qu'on a une salle polyvalente ici, avec une régie, avec un studio d'enregistrement, ici des zones de stockage du matériel, et également à l'extérieur, comme on va le voir, un grand podium, parce qu'en fait, le festival, quand il se déroule, le bâtiment va s'implanter ici, le podium se trouve par là, et les milliers de personnes viennent évidemment s'installer ici pour écouter et participer donc à ces festivals. Voilà, donc le bâtiment est très simple, hein, c'est 4 bâtiments qui viennent enserrer une cour pour la protéger au maximum du soleil. On a donc des constructions qui sont en voûte nubienne, donc tout est en terre, sauf une sorte de parasol qu'on met par-dessus pour protéger encore plus les bâtiments de l'ensoleillement qu'on trouve là-bas, qui est un ensoleillement donc très puissant. Une tour de ventilation qui est destinée à pulser l'air du désert dans les salles, et elles sont rafraîchies, enfin l'air est rafraîchi par ce qu'on appelle là-bas des canaris, qui sont des
des poteries donc, qui ne sont pas vernissées, et donc l'eau suinte à travers, et ça permet par évaporation de rafraîchir l'air. C'est ce que vous trouvez en entrant dans n'importe quelle maison locale. Là-bas au Sénégal, vous avez toujours un canari à l'entrée avec un petit gobelet qui vous permet de boire une eau fraîche parce qu'elle est toujours tenue fraîche grâce à cette évaporation. Donc c'est le même dispositif qu'on prévoit d'utiliser. Voilà, ça c'est des images de synthèse, hein, donc on voit bien la cour intérieure qui bien sûr peut devenir elle-même aussi lieu de spectacle, les bâtiments qui sont tout autour et la tour ici de ventilation qui permettent de pulser de l'air dans la grande salle. Il y a d'autres systèmes aussi on va dire de canaux, canaux provençaux qui viennent là aussi apporter de l'air frais dans les salles de classe. Ça, c'est une coupe perspective sur la grande salle, donc on voit le système des voûtes, hein, systématique. Ces voûtes-là venant contrebuter, bien sûr, ces voûtes qui sont là. Donc les seuls éléments en béton qu'on a, c'est ces franchissements ici, parce que la hauteur du grill de la salle doit se trouver à l'horizontale, donc ici. Donc ça c'est le bâtiment en image de synthèse toujours, avec le podium extérieur destiné à accueillir les grands festivals. C'est les images de synthèse de l'intérieur. Voilà. Donc ça vous donne une petite idée de la chose. Qu'est-ce que je voulais vous lire là encore? Je ne sais plus. Bon, vous le lirez. Voilà. Et bien sûr, on vient de démarrer le chantier. Donc vous voyez ici le processus en cours. La terre à laquelle on mélange de l'eau. Ensuite, il y a quelques pierres ici, qui sont des pierres de latérite. Hein. Donc toute l'Afrique, toute l'Afrique et même tout le monde, il y a ce qu'on appelle une ceinture latéritique qui fait le tour du globe. Et donc cette ceinture est présente dans tous les pays du Sahel et tropicaux. Et on utilise sa décomposition, on donne de la terre, c'est ce que j'ai utilisé dans la maison que je vous ai montré tout à l'heure. Et également aussi, donc on utilise cette pierre pour renforcer des fondations. Vous voyez la fabrication des briques là-bas, tout à fait en haut, ici. Et le chantier qui a commencé, donc vous voyez les briques qu'on monte les unes sur les autres. Tout simplement, ça, une construction comme ça, et il faut à peine une semaine pour y arriver. Hein. Donc voilà, là ils sont en train de construire. Voilà, donc vous voyez, avec un minimum d'équipement, un simple petit coffrage ici pour tenir les voûtes. Souvent ils utilisent un bidon, ils prennent un bidon, vous savez, les bidons de pétrole et autres pour faire la forme des voûtes. Des arcs plutôt, excusez-moi. Voilà, donc là on a la construction donc, qui est en train de s'élever et qui d'ailleurs là aujourd'hui, au moment où je vous parle, doit être à peu près achevée. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté pour présenter tous ces projets.